Bonjour, je suis Martha. Je suis contente d'être là aujourd'hui pour vous parler de mon projet. Alors, je vais vous présenter une étude qui rentre dans mon projet de doctorat en éthique clinique à l'Université de Montréal. Puis, je suis supervisée par Marie-Ève Boutillier et Claude Julie, comme François a dit, mais je travaille aussi en étroite collaboration avec l'équipe de soins palliatifs pédiatriques du CHU Sainte-Justine, avec qui je travaille beaucoup dans plusieurs études de mon projet. Je n'ai aucune affiliation avec un organisme à but lucratif ou non lucratif. Donc, à l'issue de ma présentation, je pense que vous allez être capable, entre autres, de connaître certaines caractéristiques de la pratique de soins palliatifs pédiatriques et de fin de vie en milieu pédiatrique tertiaire, connaître les caractéristiques des interactions d'aide médicale à mourir entre les soignants et les parents ou des patients dans un contexte pédiatrique tertiaire. Voici les compétences qu'elle m'aide d'aborder dans ma présentation. Puis là, avant de rentrer dans le vif du sujet, je tiens à vous dire que c'est pour moi un défi de parler d'un sujet si complexe et sensible en 7 minutes. Donc, je vais commencer par vous présenter une petite courte vignette qui a été créée dans le cadre du projet, vous allez voir, qui illustre un exemple de situation que l'équipe de soins palliatifs pédiatriques à rencontrer en lien avec l'aide médicale à mourir. Puis ensuite, je vais vous présenter un peu un bref survol de la problématique, puis le sujet, l'étude en tant que telle. Mais je suis disponible tout le long du congrès aujourd'hui ou après, si vous voulez en parler, ça va me faire plaisir. Alors, je vais vous présenter Clara. Clara a 15 ans. Elle est atteinte d'une leucémie lymphoblastique aiguë en phase terminale, un cancer. Lors du passage de l'équipe de soins palliatifs pédiatriques dans sa chambre de l'hôpital, elle est confuse. Ses parents demandent si c'est possible que leur fille reçoive l'aide médicale à mourir, puisqu'elle avait exprimé à plusieurs reprises le désir de mourir en cas d'inefficacité de traitement. Les parents disent à l'équipe qu'ils connaissent un ami qui a eu accès à l'aide médicale à mourir et ils demandent donc si cette option est disponible pour leur fille. Donc, comme vous savez, dans ce cas-ci, et vu le cadre légal actuel au Québec et au Canada, l'AMM n'est pas une option disponible pour Clara. Je ne vais pas passer à travers les critères ni la définition, ne vous en faites pas, mais comme vous savez, une personne qui fait une demande d'aide médicale à mourir doit satisfaire tous les critères, dont avoir au moins 18 ans et être apte au moment de formuler sa demande. Il y a certains auteurs puis certains experts qui disent que le critère de l'âge peut être discriminatoire. Euh, Ils disent que la capacité pour prendre des décisions en matière de soins palliatifs et de fin de vie n'est pas seulement déterminée par l'âge. Puis, les dernières années, il y a des experts canadiens qui demandent de donner accès aux mineurs matures si leur mort naturelle est raisonnablement prévisible. Donc, par mineurs matures, on comprend ces mineurs qui ont la capacité de prendre une décision éclairée en matière de santé et qui sont aussi en mesure d'agir volontairement en regard de cette décision. Des experts aussi nomment l'importance que les équipes en soins palliatifs pédiatriques soient impliquées dans le futur, dans l'évaluation des demandes, pour assurer que toutes les options de fin de vie soient considérées. Donc, au niveau de la littérature, on ne sait pas vraiment qu'est-ce que les équipes en soins palliatifs pédiatriques pensent à ce sujet. On sait que on sait qu'il y a des demandes ou des discussions entourant l'aide médicale à mourir qui existent en contexte pédiatrique tout le long du Canada. Il y a des pédiatres qui en ont eu, des interactions avec des parents ou avec des patients eux-mêmes. Il y a des infirmières au Québec aussi, mais on ne sait pas vraiment une équipe de soins palliatifs pédiatriques, le nombre. Donc, en fait, on n'a pas comme cette compréhension approfondie du type de discussion qu'ils peuvent avoir, qui la commence, puis le contexte également. Donc, c'est là où je vais passer vite à travers ça, mais où j'ai mené une étude de cas rétrospective et descriptive, puis elle couvre une période de 10 ans, donc de septembre 2013 à août 2023. Donc, au CHU Sainte-Justine, avec l'équipe de soins palliatifs qui s'appelle l'équipe Espoir, je pense que je l'ai dit, mais dans l'objectif décrire les caractéristiques des cas, donc des situations qui impliquent des interactions concernant l'AMM entre les membres de l'équipe et des parents ou des patients. Je vais beaucoup utiliser le mot interaction, donc c'est vraiment le moment où on en discute, puis qu'est-ce qu'il y a autour de ça, le contexte derrière. J'ai analysé, catégorisé ces interactions pour créer une typologie et produire des vignettes cliniques aussi pour soutenir la formation initiale et continue également. Donc, j'ai sélectionné les cas avec l'équipe.
J'ai développé une base de données avec plusieurs variables de la littérature en adulte également. Puis je suis allée lire tous les dossiers, quelques dossiers en profondeur pour aller extraire les données. Après quelques analyses, bon, on en arrive à quelques résultats. Alors, en 10 ans, ce qu'on voit, c'est qu'il y a eu 11 cas d'interaction d'aide médicale à mourir avec cette équipe-là. Ce qui est important à retenir, c'est qu'il n'y a eu aucune interaction qui a été commencée, initiée par l'équipe de soins palliatifs pédiatriques. Il y en a eu 8 où la majorité plutôt est initiée par des parents, donc des parents de patients qui ont des âges divers, comme vous pouvez voir en gris à votre gauche. Mais sinon, il y en a eu 3 cas où l'interaction a été initiée par des patients eux-mêmes. Donc 2 avaient 18 ans ou plus et un avait entre 6 et 13 ans. On peut voir que les 11 patients avaient des maladies incurables, puis 6 de ces patients étaient dans un contexte de fin de vie. On a également vu à quel moment ils en parlent, dans quel contexte, à quel professionnel. Les raisons aussi, on les connaît. Par exemple, les patients parlaient plutôt, on voyait plutôt des raisons autour de souffrances existentielles, psychologiques, une peur, une perte d'autonomie. Les parents, eux, de leur côté, c'était plus une souffrance, une perte de sens face à la fin de vie qui approche, un sentiment que leur enfant souffre physiquement, un sentiment de souffrance personnelle en voyant leur enfant, une détérioration de leur corps. Donc, c'était dans des moments comme celui-là. Puis de ces 11 patients, il y a 9 patients qui sont décédés. Puis au moment où on a arrêté la collecte de données, un des deux, les deux autres patients, un était encore suivi par l'équipe et l'autre, il y a eu une transition vers la médecine adulte où le sujet de l'AMM était central. Et de ces 11 patients, il y en a eu un qui a obtenu l'aide médicale à mourir. Euh, il rentrait dans tous les critères, mais avec tout le soutien de l'équipe de soins palliatifs pédiatriques et d'autres soignants pédiatriques aussi. Juste pour mieux comprendre la nature de ces interactions, j'ai créé aussi une typologie. J'imagine elle vous parle aussi en adulte, mais pour mieux comprendre qu'est-ce qu'on veut dire par interaction, donc il y a des interactions implicites où le sujet de l'aide médicale à mourir n'était pas abordé ou écrit dans le rapport tant que tel ou abordé, mais il y avait vraiment ce sentiment d'une demande d'aide à mourir vraiment forte. Ensuite, il y a les demandes explicites où il y avait vraiment écrit et dit le mot aide médicale à mourir. Puis dans les explicites, il y en a eu des exploratoires où, par exemple, un patient qui demandait à avoir plus d'informations, peut-être quand il aura 18 ou 19 ans, il pensait, mais il voulait commencer déjà à en connaître un peu plus. Et des discussions ou des demandes directes d'aide médicale à mourir. Oui, pour chaque type d'interaction, j'ai développé des vignettes comme celle de Clara au début pour soutenir la formation. Puis, les vignettes, les résultats, ils sont dans l'article que j'espère qu'il va bientôt être publié et que vous aurez plus d'informations. J'arrive à la fin, François. Dans, En fait, ce qu'on voit dans cette étude, puis dans une autre que j'ai pas eu le temps aujourd'hui de vous présenter, c'est que c'est quand même si c'est pas légal pour les mineurs de 18 ans et qu'il y en a pas pour les mineurs de 18 ans, c'est déjà quelque chose qui est présent dans un contexte pédiatrique. Il y a des patients ou des parents qui en parlent, puis il peut y avoir des vrais processus d'aide médicale à mourir à partir de 18 ans avec un support d'une équipe dans un palliatif pédiatrique. Et je parle beaucoup d'AMM, mais c'est sûr que on voit une émergence de ces situations. Puis depuis qu'on a finalisé la collecte de données jusqu'à maintenant, cette base de données, l'équipe continue à l'alimenter. Puis on voit quand même qu'il y a plus en plus de parents qui en parlent. Le mot est plus utilisé. Mais c'est sûr que c'est une petite portion du travail exceptionnel qu'une équipe de soins palliatifs peut faire. Donc, juste. Puis, je vous ai mis ça parce que vous savez qu'il y a une augmentation d'AMM administrés par année, puis ça peut être un peu corrélé à ce qu'on voit en pédiatrie. J'arrête ici. Merci.